Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Pour le meilleur ou pour le pire, l'histoire est en train de s'accélérer. Dimanche 9 juin, la crise politique que traverse notre pays a franchi un palier supplémentaire avec l'annonce par Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale et de la tenue d'élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet prochains, suite à la débâcle enregistrée aux européennes par son parti politique Renaissance, distancé de plus de 16 points par son principal opposant, le Rassemblement national. Nous n'allons pas ici, comme l'ont fait à peu près tous les commentateurs de la vie politique, nous répandre en conjectures sur les calculs politiciens hypothétiques qui auraient poussé Emmanuel Macron à prendre cette décision, pas plus que sur les jeux d'alliance et autres discussions de couloir entre un tel et un tel. On va le dire franchement, cette politicaillerie nous semble sans aucun intérêt. Ce qui est intéressant en revanche, c'est à la fois ce que cette situation de crise dit de la réalité de la France d'aujourd'hui et la question des perspectives qu'elle annonce pour 68 millions de Français. Car pour nous, au Fil d'actu, il est évident que cette crise de la représentation politique, entamée il y a 2 ans avec, on le rappelle, l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale malgré une 5e République précisément conçue pour assurer la stabilité des institutions, que cette crise politique donc ne tombe pas du ciel, mais qu'elle est elle-même le fruit de dysfonctionnements structurels majeurs nés dans la sphère économique avant de contaminer tous les aspects de la vie de notre société. De même, cette crise de la représentation politique n'est à nos yeux qu'une étape obligée, inconfortable, mais forcément transitoire, dans la résolution que la France trouvera à ces dysfonctionnements structurels. C'est donc cela que nous allons tenter de voir ensemble dans cet épisode spécial du Fil d'actu, afin de prendre un peu de recul sur la déroutante situation que connaît notre pays et de mieux comprendre ce qui est réellement en train de se jouer. D'abord, on vous rappelle que le Fil d'actu est un média 100% indépendant qui ne vit que grâce au soutien de son public. Donc si à la fin de cette vidéo, notre travail vous a semblé intéressant, on vous invite à le financer à hauteur de quelques euros par mois via notre page sur la plateforme de financement participatif Tipeee, dont le lien se situe en description en dessous de cette vidéo. Merci à vous et on passe tout de suite à notre analyse. Quand les grands équilibres entre les forces qui habituellement gouvernent un pays se mettent à voler en éclats, ce n'est jamais par hasard. C'est toujours la conséquence de problèmes de fond non résolus et cela vient sanctionner le fait que précisément ceux qui gouvernaient jusqu'alors apparaissent désormais comme incapables d'agir pour le bien commun et donc illégitimes à gouverner. La crise de représentation n'est donc que le reflet d'une crise plus profonde. Et à ce titre, il n'y a rien d'étonnant à ce que la France connaisse aujourd'hui une telle crise de représentation. Car le fait est que depuis plusieurs années maintenant, la France va très mal. Ses habitants souffrent. Son modèle économique est à bout de souffle. Le contrat social qui unit ses citoyens entre eux et aux institutions est en lambeaux. Tout le monde peut en faire le constat, mais personne parmi ceux qui trustent la parole publique ne peut ou ne veut nous expliquer pourquoi. Pourquoi la France traverse aujourd'hui l'une des pires crises de son histoire. Pourtant, la réponse à cette question existe. Depuis 50 ans, la France s'organise autour des intérêts d'une petite classe, les détenteurs de capital financier, qui, pour se maintenir en haut de l'échelle sociale, a organisé au niveau mondial la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. C'est ce que l'on a appelé la mondialisation. Cela a permis à cette classe dirigeante de s'enrichir en délocalisant nos usines, notre production, dans des pays à bas coût, à l'autre bout du monde ou de l'Europe. Très vite, ce mouvement s'est soldé par la destruction de tous les emplois productifs existants sur notre territoire. Très vite, une grande partie de la France commença à péricliter, tandis que l'État s'efforçait d'absorber le chômage de masse par des embauches massives de fonctionnaires. En parallèle, les emplois improductifs liés à la finance se concentraient dans les grandes villes, et ceux qui en bénéficiaient ne tardèrent pas à faire venir de l'étranger une main-d'œuvre bon marché pour les servir, les concentrant pour cela dans les banlieues désertées par les ouvriers qui y vivaient jusqu'alors. Mais on le sait désormais, ce modèle était intenable et à plus d'un titre. Premièrement, parce que dans la France périphérique, la misère grandissait.
Et deuxièmement, parce que l'abandon de la production de richesses sur notre sol, sous l'impact des délocalisations et de la concurrence internationale, obligeait l'État à s'endetter de plus en plus massivement pour se financer, et même à serrer la vis sur ceux qui jusqu'alors pouvaient bénéficier de ces largesses. Et troisièmement, parce que la concentration massive de populations étrangères aux portes des grandes villes commençait à poser de plus en plus de problèmes. Et enfin, quatrièmement, parce qu'en délocalisant nos usines dans des pays comme la Chine, la finance nous avait placés en situation de dépendance totale envers ces puissances dites émergentes. 4 conséquences explosives des mouvements de fonds enregistrés ces 50 dernières années qui vinrent consacrer une rupture de plus en plus évidente entre une majorité de Français confrontés à l'insécurité économique, physique, sociale et matérielle et la petite minorité toujours plus restreinte d'urbains nomades profitant de la mondialisation. Plus qu'une rupture, un antagonisme, l'intérêt de la majorité étant d'en finir avec ce modèle et celui de la minorité dirigeante d'aller toujours plus loin pour accaparer toujours plus, par exemple en intégrant l'Ukraine au marché européen afin d'y délocaliser notre agriculture, après avoir délocalisé notre industrie, ou par un sceau fédéral européen permettant que les grandes décisions engageant la nation ne soient plus prises par des représentants élus par les Français. Aller toujours plus loin dans cette voie, nous prendre toujours plus en nous privant de notre mot à dire, c'était cela, le projet porté par Emmanuel Macron et son parti à ces élections européennes. Une véritable fuite en avant vers l'abîme au seul profit de quelques-uns et au détriment de tous les autres. Mais Emmanuel Macron et la classe qu'il représente ont désormais un gros problème. Tout cela, à force d'encaisser les mauvais coups par l'expérience, les Français, ou du moins ceux qui n'aspirent qu'à vivre en produisant de la richesse, l'ont compris. Ils ont compris que le projet de la Macronie ne pouvait que les mener à la mort. Ils ont compris que leur survie, individuelle aussi bien que collective, impliquait de dire stop. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait ce 9 juin. Infliger dans les urnes, par l'un des rares moyens qui restent en leur possession, une défaite majeure à Emmanuel Macron et à tous ses ersatz. Et il se trouve qu'ils l'ont fait en portant massivement leur voix sur un parti politique en particulier, le Rassemblement national. Et là encore, si l'on y réfléchit pendant 5 minutes, cela n'a rien d'un hasard. Cela n'a rien d'un hasard si les ouvriers, les employés, les artisans, on le suppose les agriculteurs, même si nous n'avons pas encore les chiffres, les habitants des campagnes, des petites villes et des départements désindustrialisés ont massivement voté pour Jordan Bardella. Est-ce parce que le Rassemblement national a un programme absolument génial qui, ils en sont convaincus, fera de la France un paradis? Évidemment, non. Ils ont voté pour ce parti et pas pour un autre, tout simplement parce qu'ils ont eu l'impression que c'était pour eux la meilleure chose à faire dans un contexte particulier. Sans doute, et cela va froisser beaucoup de militants qui vont se déchaîner dans les commentaires, parce que le Rassemblement national était le parti qui donnait le plus l'impression de se soucier d'eux, de les écouter, de ne pas les mépriser, de ne pas systématiquement les juger selon une morale d'autant plus facile qu'elle émane de gens ne manquant de rien, de ne pas les délaisser au profit de sous-catégories d'urbains autrefois privilégiés, cadres, fonctionnaires, étudiants, ou supposés être les seuls à incarner le vrai peuple qui souffre, chauffeurs Uber et employés de service de la banlieue parisienne. Tout cela en se vantant épisodiquement de s'intéresser à eux, en leur promettant de raser gratis et de leur augmenter les minima sociaux, sans comprendre qu'ils n'aspirent pas à vivre au crochet de la société, mais bien à contribuer à son bon fonctionnement par un travail synonyme de création de richesse, leur donnant la possibilité d'une vie digne. Et pourquoi sont ces gens, ces ouvriers, ces employés, ces artisans, qui ont propulsé le candidat qu'ils se sont choisis très largement en tête de l'élection à plus du double du score enregistré par la Macronie, tout simplement parce que ces gens dont le travail fondamental consistait ni plus ni moins qu'à produire tous les biens essentiels à la vie, de la nourriture que nous mangeons jusqu'au toit au-dessus de nos têtes, ces gens continuent de représenter aujourd'hui une majorité sociale dans ce pays, légitime, de par son nombre et sa fonction, à lui donner sa direction. Même si, à regarder la télévision, à lire les journaux ou à traîner sur les réseaux sociaux, on pourrait croire que cette France de producteurs n'existe tout simplement pas.
Là où toutes les autres catégories auxquelles s'adressent prioritairement les autres groupes politiques, et qui de fait sont aujourd'hui victimes de déclassement, parce que quand un pays ne produit plus rien, il n'y a plus rien à redistribuer, ne représentent plus qu'une réalité sociale très restreinte, jouant un rôle social beaucoup trop secondaire pour prétendre jouer un rôle déterminant dans l'avenir du pays. Alors, le 9 juin, face aux tenants du système, et malgré tous les candidats n'ayant rien d'autre à proposer que des catalogues de promesses guidés par de vagues lubies pour habitants de centre-ville pouvant se permettre de voter pour des idéaux, les Français qui produisent ou qui aimeraient pouvoir le faire en vivant de leur travail, n'en déplaise à certains, ont fait le choix de Jordan Bardella et du Rassemblement national, car ils ont estimé que leur intérêt était là. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Et cela n'a rien d'étonnant. Ont-ils eu raison sur le fond? Ce n'est pas à nous ici d'en décider. Mais de manière pratique, le fait est qu'en agissant de la sorte, ils ont réussi à infliger à Emmanuel Macron une défaite suffisamment sévère pour lui arracher une élection nationale pour qu'il remette l'avenir de la France entre les mains des électeurs. Quelque chose que tous les opposants tentent depuis 2 ans d'obtenir, par des manifestations, par des motions de censure, sans y être parvenus jusque-là. Et s'ils n'avaient pas fait un choix aussi clair, si leur vote s'était dilué entre les différents petits candidats, il est évident qu'Emmanuel Macron n'aurait jamais dissous l'Assemblée, et que la situation politique serait aujourd'hui figée pour encore 3 ans. Par son vote, la France des producteurs a donc ouvert une brèche dans une réalité politique que tout le monde pensait boucher. Cela constitue-t-il en soi une victoire? Non. C'est en revanche une opportunité. L'opportunité de désarmer la Macronie, qui, on le rappelle, a fait depuis 7 ans énormément de mal à la France. Avec cette élection législative, il devient désormais possible de retirer les rênes du pays à ses pires ennemis. Et soyons clairs, cette opportunité, c'est à chacun qu'il convient désormais de s'en saisir, avec un seul mot d'ordre en tête, feu sur le quartier général. Les élections législatives, vous le savez peut-être, ce sont des élections nationales à 2 tours, mais où les députés sont élus par circonscription. Cela signifie qu'au premier tour, chacun peut voter comme il l'entend pour ce qu'il estime être le mieux pour le pays. Mais au deuxième tour, il y aura des configurations différentes selon les circonscriptions. Au regard de ce que la Macronie a fait et continuera de faire à la France si elle bénéficie à nouveau d'une majorité à l'Assemblée, il convient de lui infliger la défaite la plus sévère possible. C'est-à-dire que quelle que soit la configuration de votre circonscription, l'enjeu est que le candidat de la Macronie perde. Ce n'est qu'à cette condition que toute cette séquence servira à quelque chose et qu'elle permettra peut-être de faire sauter le carcan politique dans lequel la France est enfermée depuis 7 ans. Alors le 7 juillet, il faudra trancher la tête du serpent. Et pour cela, aucune voix ne doit manquer. Pour autant, tout cela peut-il signifier pour la France une libération, la perspective d'un avenir radieux immédiat? Hélas, non. S'il s'agit de faire son devoir, il s'agit aussi d'être lucide. Au lendemain de l'élection, si Macron est défait, les 2 hypothèses les plus probables sont une absence de majorité absolue à l'Assemblée et donc une crise politique se prolongeant pour quelques mois supplémentaires jusqu'à la prochaine explosion, soit l'arrivée à Matignon du Rassemblement national. Et si la France qui produit a exprimé clairement que son intérêt était d'utiliser le RN pour chasser Macron, cela ne signifie pas que le RN représente une solution miracle à leurs problèmes. Personne d'ailleurs n'est naïf à ce sujet. En réalité, si l'écoute dont ils font montre, le fait qu'ils n'affichent pas un mépris flagrant pour les problèmes des Français, qu'ils ne passent pas leur temps à parler de sujets en décalage total avec les aspirations de la majorité, ont fait du RN le premier parti politique de France, le fait est que la campagne des européennes n'a pas franchement montré qu'il avait un projet beaucoup plus cohérent pour le pays que les autres challengers. Leurs propositions politiques semblent même, à y regarder de près, plutôt faibles au regard de la crise que connaît la France et dont nous avons parlé tout à l'heure. Et c'est là que le bât blesse. On l'a compris, le RN veut arrêter l'immigration. Mais à part cela, quelles sont ses propositions? La baisse de la TVA, la relance du nucléaire, la sortie du marché européen de l'électricité pour attirer les investisseurs sur notre sol? D'accord, cela va peut-être, sans doute, dans la bonne direction. Mais en réalité, c'est extrêmement peu de choses
au regard de la situation dans laquelle notre pays se trouve. Qui peut sérieusement penser que les financiers internationaux qui ont délocalisé nos usines en Chine ou en Pologne vont les ramener sur notre sol car nous aurons relancé le nucléaire? En réalité, ce sont peut-être là des choix qui auraient fonctionné avant la destruction de notre industrie. Mais clairement, si Jordan Bardella et Marine Le Pen espèrent réindustrialiser la France avec seulement ça, ils risquent de connaître très rapidement une sévère déconvenue. Et même sur l'immigration, sujet que le RN semble considérer comme central, on voit mal comment les promesses pourraient être menées à bien alors que le parti n'envisage aucune remise en question du cadre européen et a passé toute la campagne des européennes à s'en défendre. Ce ne sont là que quelques exemples. Mais vous l'aurez compris, s'il existe des électeurs qui voient en Marine Le Pen la sauveuse de la France, la déception risque d'être au rendez-vous. Parce que, malheureusement, savoir mettre des mots sur les souffrances des Français ne constitue pas un projet politique. On ne reconstruit pas un pays avec de vagues mesures. Et clairement, aujourd'hui, si le rejet de l'organisation sociale voulue par la Macronie est massif dans la population, si ce rejet se cristallise dans le vote RN, le fait est qu'aucun parti, et pas plus le Rassemblement national que les autres, n'a d'autres projets d'organisation sociale tenant la route à y opposer. Si c'était le cas, ce parti serait déjà au pouvoir. Quelle que soit la suite des événements, les choses ne seront donc pas réglées le 7 juillet 2024. Dans tous les cas, la crise va se prolonger. Mais pour hâter sa résolution, il y a un préalable. Il faut dégager la Macronie. Et si ceux qui prennent la place s'avèrent incapables, une fois confrontés à l'exercice du pouvoir, de construire un projet au service de ceux qui les auront portés jusque-là, alors ils se feront dégager à leur tour et d'autres viendront. Dans un contexte de crise, les choses peuvent aller très vite. Et les premiers ministres, comme les présidents, peuvent tomber comme des mouches. Et à la limite, peu importe. Ces gens-là ne font que passer dans l'histoire. Ce qui reste, ce sont les Français, nos concitoyens, les seuls qui comptent véritablement dans cette affaire et qui dimanche ont arraché une victoire que d'aucuns leur disaient impossible. Une victoire qui ne peut que mener vers d'autres combats à mener, vers d'autres étapes, pour espérer sortir ensemble des années sombres dans lesquelles nous sommes plongés depuis plusieurs décennies. Ainsi va l'histoire et ainsi va la France. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre un peu de recul sur la situation politique actuelle qui peut être déroutante à tout le moins. Si c'est le cas, on vous invite à la partager autour de vous. Comme on le disait en début de vidéo, si notre travail vous plaît et contribue à nourrir vos propres réflexions, il vous est possible de le soutenir financièrement, comme le font déjà des centaines de personnes, sans qui cette chaîne n'existerait pas. Avec le fil d'actu, nous développons une information totalement libre et indépendante. Nous ne touchons aucune subvention, nous n'avons pas de sponsor, nous ne travaillons pour personne, sinon pour vous, notre public. Le revers de la médaille, c'est que pour pouvoir faire notre travail, pour pouvoir produire nos vidéos, pour donner du sens à l'information, eh bien nous avons besoin de vous. Alors, si vous nous soutenez déjà, si vous êtes déjà tipeur régulier ou occasionnel du fil d'actu, on vous remercie infiniment pour cela. Mais si vous n'êtes pas encore tipeur du fil d'actu, et si vous en avez les moyens bien sûr, et si vous pensez que notre travail mérite votre soutien, alors on vous invite à vous rendre sur notre page Tipeee dont le lien s'affiche en ce moment sur votre écran et que vous pouvez retrouver en description sous cette vidéo. De là, il ne vous reste qu'à choisir la régularité et le montant de votre participation et de vous laisser guider par la plateforme. On vous remercie d'avance et on vous souhaite la bienvenue dans l'aventure du fil d'actu. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube et à nos différents réseaux sociaux X, Instagram et Facebook pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Afin d'améliorer le référencement de nos vidéos et donc leur visibilité, vous pouvez bien sûr laisser un pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire pour nous donner votre avis sur la situation politique. Et Dieu sait qu'il y a à dire, sur la manière dont vous la comprenez et sur ce que vous pensez de ces législatives qui viennent, de manière intelligente comme vous savez le faire, et non pour vous écharper comme des politiciens sur un plateau de France 2. Ce sera comme toujours un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt dans un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.